D'abord, un mot d'hommage. Depuis un an, c'est-à-dire depuis mon cours précédent, le Collège de France a vu disparaître plusieurs anciens professeurs, et parmi eux, l'œuvre et la personnalité de deux d'entre eux, Pierre Boulez et Edmond Malinvaud, me sont plus familiers et plus chers. Et je pense à eux avec beaucoup d'émotion. Alors, j'ai donné la première partie de mon... Oups. Voilà. C'est bon. La première partie de mon cours sur la production du savoir en 2015, et je voudrais d'abord vous en rappeler quelques éléments utiles pour introduire mon cours de cette année. J'ai examiné la liaison entre des activités d'enseignement et de recherche dans les systèmes universitaires, et j'ai exploré beaucoup de données internationales, et notamment nord-américaines, puisque le système nord-américain d'enseignement supérieur est celui qui produit le plus d'analyses et de données sur lui-même. Et je partais de l'argument théorique suivant. Il est fécond de distinguer des activités dont l'exercice est assorti de chances très incertaines ou très inégales de réussite, telles que la recherche scientifique, qui sollicite essentiellement de l'inventivité et de la créativité, et des activités dont les chances d'accomplissement normales sont assez certaines, l'enseignement relevant de cette catégorie. Qu'est-ce que je voulais dire ceci? Dans l'activité de recherche, la distribution des performances individuelles, qui est évaluée par la production de recherche, sa quantité, sa qualité, son audience dans la communauté professionnelle, a un profil qu'on appelle un profil parétien, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une distribution extrêmement inégalitaire des performances et des chances de réussite. La formule habituelle de cette distribution, c'est que 20% des chercheurs obtiennent 80% de la visibilité et contribuent pour 80% à la production significative de la science. Vous mesurez le problème. Au contraire, la distribution des performances éducatives est, disons, normale, on dira gaussienne, c'est-à-dire centrée autour d'une moyenne, dans les activités d'enseignement, telles que ces performances peuvent être évaluées à travers les notes que peuvent donner les étudiants à leurs enseignants, ou à travers la réussite dans les parcours des étudiants, ou à travers la qualité et la profondeur des acquis d'apprentissage obtenus par les étudiants. Et puisque ces chances de réussite dans chaque activité sont distribuées extrêmement différemment, l'association de ces deux activités dans un même métier peut opérer, c'était là mon argument, à la manière d'un mécanisme de gestion du risque, au plan individuel et au plan collectif. L'activité de recherche est logée en quelque sorte, dans l'abri statutaire que constitue l'activité d'enseignant. Cette imbrication a une propriété assurantielle. Je m'assure contre un risque à travers une activité dont la réussite est relativement certaine et socialement certaine aussi, mais la liaison fonctionnelle entre enseignement et recherche dans les carrières universitaires peut être étudiée et expliquée aussi comme un mécanisme de subventionnement de l'activité où la performance est incertaine et où les résultats sont inégalement distribués, donc la recherche, subventionnement par l'activité qui a une utilité certaine et où la performance est normale, l'enseignement. Alors, qu'advient-il de ce couplage fonctionnel entre des tâches d'enseignement et de recherche lorsque nous sommes, comme aujourd'hui, dans un contexte de compétition accrue et élargie, internationale, mondiale? Il n'y a pas de jour où je ne reçois pas des dépêches sur l'internationalisation des mondes d'enseignement supérieur et sur les mouvements et la mobilité des enseignants et des chercheurs
Ce sera d'ailleurs l'un des sujets du colloque qui aura lieu le 17 mai prochain, qui fera suite au cours. Donc, dans ce contexte de compétition accrue et élargie, qu'advient-il de ce couplage fonctionnel? Qu'est-ce qu'il provoque au sein des établissements entre les personnels qui contribuent à cette double production et qu'est-ce qu'il en advient pour les étudiants eux-mêmes, dont une fraction aujourd'hui est beaucoup plus mobile qu'avant. Nous savons qu'un enseignement situé au contact de la recherche avancée a plus de valeur qu'un enseignement qui en est éloigné et qui ne fait que transmettre des connaissances qui sont produites ailleurs. Et nous savons aussi que la qualité du travail de recherche d'un universitaire varie notamment avec la qualité des étudiants qu'il peut impliquer dans son travail. Étudiants avancés comme les doctorants, bien évidemment, qui sont aujourd'hui des contributeurs massifs à la recherche, même dans leur temps de doctorant, de plus en plus, mais aussi, on le voit mieux aujourd'hui qu'avant, les étudiants moins avancés dans les premiers cycles, pour lesquels il existe aussi, dans certains mondes universitaires, des programmes de undergraduate research qui stimulent beaucoup de réflexion et d'analyse. Ce que nous savons aussi, c'est que l'enseignement est ce qu'on peut appeler, et j'y reviendrai plus longuement dans l'étude de cas que je présenterai plus tard, et dont je dirai un mot tout à l'heure, l'enseignement est ce qu'on appelle, d'après une formule qui a été employée par deux chercheurs américains, Rothschild et White, est ce qu'on appelle une Customer Input Technology. C'est-à-dire que celui qui en est le client ou le destinataire, ici l'étudiant, introduit quelque chose dans la technologie éducative par sa valeur propre. Autrement dit, la valeur d'un service éducatif varie avec la qualité de la contribution des étudiants. Les étudiants ne sont pas simplement des consommateurs, ils sont aussi des producteurs de quelque chose. L'argument indique que l'enseignement est une activité dans laquelle la qualité des étudiants est une contribution nette à la qualité de l'établissement universitaire. Donc, ceci a une conséquence assez simple. Une partie du rendement de la formation dans les établissements est déterminée par les caractéristiques des étudiants, par cette contribution à la valeur de l'enseignement, qui est d'autant plus élevée qu'ils interagissent avec des enseignants de qualité et sur la base d'une technologie éducative de qualité. Ou pour le dire autrement, il sera plus facile pour les étudiants d'atteindre un niveau donné dans un établissement où les forces en présence et la technologie éducative sont de bonne qualité, et moins facile là où elle est de moindre qualité. Je reviendrai plus loin sur ce que contient ce vocabulaire de la qualité, ou de ce qu'on peut appeler une économie de la qualité et de la variété, qui est couplée à tout un ensemble de dispositifs métrologiques, de mesures, mais aussi de classement, de hiérarchisation, de stratification et de systèmes d'information sur ce que valent les choses. Quand la diversité est grande, le besoin d'information est évidemment indispensable. Alors, quelles sont les conséquences pour le travail universitaire? Les tâches d'enseignement et de recherche sont-elles donc intrinsèquement complémentaires au point de pouvoir être considérées comme génératrices de gains réciproques? Un bon enseignant bénéficiera de l'activité pour être un bon chercheur et réciproquement, ou au contraire, sont-elles suffisamment distinctes pour être séparables et spécialisables, ce qui suppose qu'elles sont effectivement rivales au sein d'un même emploi. On a associé des activités qui peuvent être dissociées et qui peut-être gagnent à être dissociées. Voilà des questions qui sont posées par les modèles que j'ai explorés. S'il en était ainsi, si les
les activités pouvaient gagner à être dissociées, on aurait eu bien raison de créer des corps de chercheurs spécialisés dans cette seule activité de recherche, comme ça a été le cas avec la création des grands organismes de recherche en France, à vrai dire sans équivalent à l'étranger, parce qu'à ce moment-là, il a fallu augmenter le potentiel de recherche français. Troisième possibilité qui peut exister, c'est que les tâches d'enseignement et de recherche ne sont pas complémentaires par nature ni dissociables par essence, mais elles peuvent être découplées de manière endogène et non pas a priori, c'est-à-dire en fonction de la production différentielle des individus une fois que les aptitudes, les préférences, les ressources et les contraintes qui déterminent le travail de chacun distribuent les individus sur des profils différents. Et dans ce dernier cas, une partie des individus engagés dans une carrière académique se révéleront progressivement efficaces en recherche, d'autres principalement efficaces en enseignement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai examiné les différents systèmes qui, dans les différents pays, essaient de résoudre ce problème de complémentarité. Le modèle d'organisation de l'enseignement supérieur qui est sans doute le plus stable et le plus imité est celui des États-Unis. Il est fondé sur un triple principe de stratification. Stratification des établissements qui place au sommet les universités à forte intensité de recherche, stratification de l'embauche et de l'emploi des universitaires qui font valoir sur un marché concurrentiel des emplois la qualité de leur recherche et de leur aptitude à enseigner pour être recrutés dans ces universités hiérarchisées par des niveaux de salaire et des conditions de travail fort différentes et par la qualité des étudiants qu'elles forment. Cette qualité étant elle-même distribuée de manière homologue, c'est précisément le troisième principe. Le principe, c'est cette sélection des étudiants en fonction de leur score à des tests nationaux, Scholarly Aptitude Test et d'autres, et en fonction de diverses caractéristiques personnelles qui figurent sur les dossiers de candidature à l'admission dans ces établissements. L'admission étant faiblement ou pas sélective du tout à la base, mais très sélective au sommet de la hiérarchie des établissements. Cette stratification explicite des établissements dans ce modèle met donc en œuvre un très puissant mécanisme d'appariement entre des enseignants sélectionnés et distribués, notamment selon leur performance de recherche, sur les différents étages de la hiérarchie des établissements d'une part, et les étudiants qui sont eux-mêmes sélectionnés selon la combinaison de caractéristiques que retient chaque université pour les classer. L'un des points qui est important ici est que la concurrence entre les établissements se fait aussi par la qualité de leur technologie éducative. Je vais y revenir cette année parce que je n'ai pas eu le temps de traiter ce point auparavant. L'une des particularités bien connues du système des Graduate Studies, des études doctorales, est que ces études sont financées par les universités. Je veux dire, les contrats et les bourses des étudiants sont financés par les universités. Il n'y a pas d'études doctorales sans bourse doctorale, et qu'elles sont organisées sur la base d'un contrat avec l'étudiant. Et donc l'une des tâches de l'étudiant, c'est de contribuer aux fonctions d'enseignement et de recherche, comme teaching assistant ou research assistant. Ce modèle a fait école en France en s'y diffusant d'abord dans les écoles doctorales scientifiques des universités. On le verra agir sur les profils de recrutement quand je présenterai des données sur le système d'emploi et la totalité du système d'emploi universitaire en France sur les 30 dernières années. C'est un travail que nous faisons avec mon équipe ici au collège. Ce qu'il convient de retenir de ce modèle, de cette analyse du modèle et d'autres modèles qui s'en rapprochent, c'est que, 1. La relation entre enseignement et recherche est effectivement asymétrique.
puisque les universités à fort potentiel de recherche sont les plus prestigieuses, et que 2, cette asymétrie change de profil quand on se déplace du haut vers le bas de la hiérarchie des établissements. Autrement dit, les universités de pointe à forte intensité de recherche demandent et obtiennent plus de recherche de leurs enseignants et de leurs doctorants et des contributions à la recherche de leurs étudiants undergraduates, alors que la part de recherche se réduit dans des universités moins sélectives, moins réputées, et dont le personnel enseignant et le public étudiant sont plus composites. Mais cette liaison entre enseignement et recherche est essentiellement maintenue, même là où la recherche contribue le moins à la valeur et à la réputation de l'université. Dans les recherches qui examinent si l'enseignement et la recherche sont des activités dont les performances sont complémentaires ou rivales, la majorité des universitaires adhèrent à l'hypothèse de la complémentarité. C'est ce que montrent toutes les recherches internationales qu'on peut consulter. Alors même que le temps qui est alloué à l'enseignement et aux activités impliquant l'enseignant dans la communauté éducative de son université est un temps rival du temps de recherche, ce temps de recherche étant pourtant générateur des chances principales de promotion et de visibilité professionnelle pour un enseignant. En réalité, il y a 2 manières de régler le problème. Il y a une manière normative qui est de partager le temps de travail en 2 parts égales, comme en France, 50% d'enseignement, 50% de recherche, tel est le contrat. Et il y a une modalité différente, c'est une organisation et une gestion plus individualisée de cette complémentarité, autrement dit une forme de modulation non normative de la complémentarité qui crée des différences entre les enseignants et qui déclenche des systèmes de négociation et de renégociation fréquentes dans des relations bilatérales au sein des établissements entre les enseignants, leurs directeurs de département, leurs doyens, leurs collègues. Cette dernière situation est celle qu'on observe notamment aux États-Unis, mais aussi maintenant dans beaucoup de pays européens. Donc, la question qui reste en suspens, c'est est-ce que cette complémentarité est une forme de doctrine professionnelle des enseignants une fois qu'ils adhèrent au métier, ou est-ce que l'hypothèse de la complémentarité est substantielle? On peut tester les choses dans les 2 directions. La première direction, c'est la recherche contribue à la qualité et à l'efficacité de l'enseignement. Ça, c'est un argument de nécessité conditionnelle. Sans recherche, pas d'enseignement possible. La recherche fournit le contenu de l'autre, l'enseignement, car le savoir évolue sans cesse et il serait évidemment impensable de transmettre aux étudiants des savoirs obsolètes, routiniers, trop éloignés du front de la recherche. En s'investissant dans la recherche, un enseignant sait actualiser et améliorer les contenus à transmettre aux étudiants pour faire apparaître les sujets neufs, les méthodes récentes et originales, et les controverses les plus productives. Maintenant, je peux retourner le problème dans l'autre sens. En quoi l'enseignement peut-il contribuer à la recherche? Alors, il y a 2 arguments principaux. Enseigner oblige à contextualiser, à s'écarter du simple cheminement de la spécialisation qui, dans la recherche, permet d'explorer des questions étroitement définies et de manière cumulative. Le travail de préparation d'un enseignant lui fournit de multiples occasions de combler des lacunes dans son savoir et d'envisager les questions traitées dans des perspectives plus nombreuses et plus diverses que ne l'exige la trajectoire cumulative et spécialisante du travail de recherche. L'autre argument tient à la nature des échanges avec les étudiants. L'enseignement oblige à maîtriser les questions enseignées pour les communiquer
efficacement pour favoriser l'appropriation des contenus présentés et pour soutenir la motivation des étudiants. Il y a en quelque sorte une dramaturgie propre de l'activité d'enseignement qui suppose une réserve de connaissances et une capacité de clarification fondée sur l'aptitude à se mettre à la place d'autrui. Et il en va de même pour l'étudiant. La communication pédagogique réussit quand l'interpolation des perspectives fonctionne bien, que l'enseignement peut adopter le point de vue de ses étudiants et les étudiants entrer progressivement dans le raisonnement de l'enseignement pour adopter sa perspective. Si c'est bien ça, la relation de complémentarité à laquelle adhèrent majoritairement les universitaires, alors la conception du savoir doit être ajustée. Et je veux revenir rapidement sur ces 4 espèces de savoir dont j'avais parlé, que distingue Ernest Boyer: savoir de découverte, d'intégration, d'application et de transmission. Le savoir, ou la scholarship, comme il l'appelait, de découverte, dans un livre des années 90, Scholarship Reconsidered, le scholarship, la première espèce, c'est la scholarship de la découverte, à laquelle on peut à peu près assimiler à la recherche dans son acception actuelle. C'est la production de découvertes et de connaissances originales qui augmente le stock des connaissances, mais qui a aussi une dimension quasi éthique. La recherche crée un climat d'excitation, de passion, de motivation intrinsèque, de liberté, de discussion critique à 360 degrés. C'est une activité qui est à elle-même sa propre fin et non pas une activité utilitaire, ce qui lui confère des caractéristiques tout à fait originales, tant pour les qualités qu'elle exige de ceux qui s'y consacrent que pour la manière d'organiser sa production, de manière autonome et par autocontrôle, et contrôle par les pairs. La deuxième espèce de savoir, c'est le savoir d'intégration. C'est une qualité de synthèse et d'aptitude à la pensée relationnelle qui se distingue de la puissance analytique de la spécialisation et d'une vision hiérarchique et séparatrice qui ferait du savoir une activité en silo. Autrement dit, ici, on veut dire que les savants doivent donner du sens à des résultats scientifiques isolés, notamment en les connectant à d'autres perspectives disciplinaires, y compris en les soumettant à des publics non spécialisés. C'est en quelque sorte célébrer le pouvoir de la mise en relation qui donne du sens et de la substance à toute réalité, le savoir étant une espèce de réalité. C'est une ontologie relationnelle qui a cours depuis assez longtemps, et notamment qui a été développée aux États-Unis par Whitehead, mais qui a connu un succès flamboyant dans beaucoup d'autres théories, y compris très récentes. Le savoir de découverte, le numéro 1, peut s'alimenter au savoir d'intégration. Ça, c'est l'argument du pouvoir fécondant des entreprises inter- ou transdisciplinaires. Autrement dit, les topologies du savoir ne peuvent pas être des cartes dont chaque portion ne se définit que par une sorte de processus d'autofragmentation interne par division de ces cellules de spécialisation. L'interdisciplinarité est à cet égard un idéal d'ouverture auquel la grande majorité des scientifiques consentent, acquiescent ou travaillent, mais par définition ici, le volontarisme ne suffit pas. On ne peut pas se déclarer simplement amateur et producteur d'interdisciplinarité. Le savoir interdisciplinaire ne peut pas se construire sur le modèle du savoir disciplinaire, sinon il revendiquerait une sorte d'extraterritorialité trop commode. Il doit donc être mis en tension avec le travail de découverte. La troisième espèce de savoir, c'est celle de l'application, et c'est celle qui met en avant les retombées utiles et fécondes du travail académique au-delà de ses frontières dans la communauté sociale et économique où il a lieu. C'est sans doute l'un des points de clivage entre des traditions culturelles différentes, non seulement entre les pays, mais entre les disciplines. La culture du développement du savoir pour lui-même et la culture
les deux espèces, la tension est entre la culture du développement du savoir pour lui-même et la culture de la mise en relation de ce savoir et de sa production avec son environnement social et économique. À cet égard, les États-Unis, qui sont un pays de controverse autour de ce qu'on appelle l'academic entrepreneurialism, l'entrepreneuriat académique, en quelque sorte, la transformation d'un académique en un entrepreneur, à travers l'application de ses recherches dans le monde industriel, dans la création de start-up et dans beaucoup d'autres formules d'exploitation de la connaissance. Ce pays est aussi le pays des liens les plus nombreux entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche partenariale. Bref, le pays de la mise en relation plus symbiotique entre la dynamique d'invention et la dynamique d'innovation. Il suffit d'aller sur les sites des grandes universités américaines, Harvard, MIT, Stanford, pour comprendre ce mécanisme. Et il suffit d'observer la montée en puissance d'une université comme Stanford actuellement, qui est au cœur de la Silicon Valley, et donc au cœur du bouillonnement des révolutions technologiques et numériques, pour mesurer le phénomène. Le dernier savoir dans cette distinction, c'est celui de l'enseignement. Et donc, il nous fait avancer évidemment vers une conception fonctionnelle du travail du savoir, puisque son utilité se mesure à l'efficacité de sa transmission. Mais une définition simplement fonctionnelle priverait l'activité d'enseignement de certaines des qualités essentielles de ce que peut être le savoir s'il a un sens générique. D'où l'insistance qui est mise dans l'activité d'enseignement sur la dynamique de l'échange, sur la communication pédagogique, autrement dit sur la double directionnalité de celui-ci, de l'activité. L'enseignement déclenche un processus d'apprentissage chez l'étudiant, mais l'étudiant, dans de bonnes conditions de communication pédagogique et de travail pédagogique, et couplé à de la recherche, doit aussi stimuler l'enseignant par ses capacités critiques, par son inventivité, par ses perspectives propres. Tout ça est l'objet précisément des modèles d'enseignement et de leurs différences et de leur attractivité relative. Bref, l'interaction doit pouvoir produire davantage que ce que l'assimilation de l'enseignement à une situation asymétrique entre un sachant et un apprenant laisse supposer. Je reviendrai sur cette sorte de contrat bilatéral que peut constituer la relation pédagogique un peu plus tard. Alors, la conclusion de cette décomposition du savoir en ces différentes espèces, c'est dans ce modèle que l'inventivité du chercheur est fécondée par un travail d'enseignant qu'il doit aussi accomplir. Et l'interpellation des perspectives, je dois espérer et savoir recevoir de mes étudiants ce qu'ils peuvent m'apprendre, tout comme je dois délivrer mon enseignement pour les sortir d'une réception passive d'un savoir inculqué. Cette interpellation des perspectives nourrit l'idéal de complémentarité que j'évoquais, mais en le projetant aussi sur la situation même de la formation du savant. Après tout, un savant, aucune expérience ne lui est plus intime que l'association et la tension entre apprendre et inventer, entre être formé et se développer, avoir un mentor et développer sa propre originalité. L'autre déduction logique de cette conception multiple du savoir est que le corps professoral est ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement une mosaïque de talents. La caractérisation multidimensionnelle du savoir se prête à une conception horizontale de la différenciation des capacités individuelles et des qualités individuelles qui complète et pour partie contredit la métrique simplement verticale de hiérarchisation des académiques, des enseignants selon la dimension et la capacité de recherche. Ces points sont l'objet d'incessants débats et négociations individuelles et collectives. Alors, pour conclure ce point, je voudrais souligner 3 points clés qui vont me permettre d'embrayer sur la suite. L'association enseignement-recherche,
des tâches plus complémentaires que rivales, même si les performances dans chacune d'elles ne peuvent être éventuellement que faiblement corrélées. Les variations dans cette association selon le niveau d'études, l'enseignement se rapproche de la recherche à mesure qu'on s'élève dans les cycles d'études supérieures. Et enfin, la fonction de production éducative. Les tâches des enseignants et celles des étudiants sont à prendre en compte, les ressources publiques, les ressources propres des établissements, l'architecture organisationnelle des établissements, toutes ces variables engendrent des écarts considérables de rang, d'efficacité et de prestige. Voilà à peu près la synthèse des connaissances qui m'était nécessaire pour démarrer, à vous présenter pour démarrer le cours cette année. Alors, ce cours, il est consacré cette année principalement à la France, à la différence de celui de l'an dernier. Et en voici le plan. Après une introduction générale, je vais présenter l'expansion du système d'enseignement français en quantité et en diversité. Un thème qui est très fréquent dans ce mouvement d'expansion est la question de l'inflation des diplômes. En termes plus généraux, il s'agit de se demander quelle est la valeur absolue d'un diplôme, que vaut le savoir que j'acquiers pour l'exercice d'un emploi et pour l'obtention d'un salaire et d'une position socio-professionnelle, mais aussi quelle est sa valeur relative, puisque ce savoir et sa diplomation sont immergés dans un environnement d'expansion de l'enseignement supérieur et du nombre de diplômés. Une analyse sur plusieurs décennies, à partir d'une série de travaux français et de comparaisons internationales, permet d'obtenir une réponse simple et claire. Ce sujet du rendement salarial de la formation et du double mécanisme de progrès du niveau général d'éducation secondaire et supérieure de la population française et en même temps, paradoxalement, d'un rendement salarial du diplôme qui peut fluctuer et fluctuer à la baisse, est au cœur de la séance de la semaine prochaine. Et vous comprendrez que le problème de l'inflation des diplômes n'est pas le seul en cause, mais il faut beaucoup de doigté méthodologique pour manier ces différentes variables et les contrôler les unes par les autres pour obtenir des résultats convaincants. Et je montrerai que la politique éducative vient ici percute en quelque sorte la politique de fixation des niveaux de salaire, notamment du niveau du salaire minimal, et ses répercussions sur la hiérarchie des salaires. Autrement dit, on peut vouloir comprimer les salaires pour obtenir plus d'égalité, mais dans ce cas-là, on fait perdre de l'efficacité salariale au niveau du diplôme. Voilà un des résultats autour duquel j'articulerai une exploration des données la semaine prochaine. Un autre problème qui est essentiel, c'est qu'il existe bien en France ce qu'on peut appeler un modèle ou une modalité particulière de stratification. Les universités, le système universitaire a été construit en France, à la fois il s'est développé à partir d'un centre, Paris, qui captait l'essentiel du prestige, mais l'expansion du système universitaire a été réalisée sous une condition d'équivalence des diplômes, donc de non-rivalité des universités sur la valeur de leurs diplômes, et en même temps de hiérarchie implicite en fonction de la qualité des enseignants, de la puissance des établissements et du type d'étudiants et de formation qu'on y offrait.
Mais il n'est pas question, a priori, dans le monde universitaire, de stratification explicite, comme c'est le cas dans un système américain ou, par exemple, maintenant, un système anglais. Pourtant, il y a bien autre chose, c'est ce fameux dualisme, le dualisme université-grandes écoles, qui est lui-même couplé à un autre dualisme, qui est le dualisme université-établissement de recherche. Alors je vais m'intéresser essentiellement au dualisme université-grandes écoles et à la situation respective des universités et des grandes écoles face aux deux vagues successives de massification de l'enseignement supérieur. Vu depuis le point de vue de la valeur des formations, les recherches conduisent toujours à une conclusion extrêmement robuste. Le rendement des filières sélectives est demeuré toujours plus élevé que celui des autres formations supérieures universitaires de durée équivalente. Je vais examiner plusieurs des hypothèses qui ont été avancées pour l'expliquer. S'agit-il, pour contraster deux hypothèses et vous donner une idée, s'agit-il simplement de la valeur de la technologie éducative de l'un et l'autre système, ou bien s'agit-il d'une forme de signal qui est transmis par une des composantes qui défend une marque et la valeur d'une marque et qui s'assure auprès de la communauté des employeurs et de la société et des entreprises, qui s'assure de l'insertion des diplômés détenteurs de cette marque qui obtiennent une rémunération supérieure sur la simple efficacité de la valeur de signalement d'un diplôme plus sélectif. Ces questions doivent être examinées avec précision. Pour approcher la valeur de la technologie éducative de l'enseignement supérieur et de ses différentes composantes, et donc aussi des grandes écoles, j'examinerai sur la base des travaux qui sont menés avec mon équipe ici, c'est-à-dire Colin Marchica, Yann Renizio, Pablo Zamit, ainsi que celui qui a été mon notaire précédemment, Simon Paye de l'Université de Lorraine. J'examinerai la structure des emplois dans les différentes composantes de l'enseignement supérieur. Elle est extrêmement révélatrice. Les données portent sur la période 1984-2014, mais l'histoire des problèmes qui peuvent être abordés est beaucoup plus longue. Elle remonte au XIXe siècle et elle connaît d'ailleurs aussi un regain d'actualité à travers le mot d'ordre nouveau qui est celui d'un bloc à constituer qui s'intitulera Bac-3, Bac+3. Autrement dit, de redistribuer la carte de la séparation entre enseignement secondaire et enseignement supérieur. Et puis je présenterai une étude de cas que j'ai menée avec certains membres de mon équipe. C'est l'étude de l'organisation et de la compétition dans une des sphères des grandes écoles, c'est-à-dire les grandes écoles de commerce. Pourquoi celles-là ? Parce qu'elles ont la particularité de combiner, plus que d'autres et avant les autres, des traits du système américain d'enseignement supérieur et des traits typiques du système français d'enseignement supérieur, de financement d'une modalité particulière dans cet enseignement. L'ancrage de ces écoles remonte au XIXe siècle. En fait, il s'agit de vérifier comment sont couplées une plus grande autonomie de gestion des personnels enseignants, l'internationalisation élevée du recrutement et des enseignants et des étudiants, et la structure particulière des ressources des établissements. Ces points sont corrélés et ils seront aussi la matière d'une série de développements conclusifs du cours qui déborderont le simple cas des écoles de commerce. Car ces facteurs, selon un certain nombre de modèles théoriques récents,
s'ils sont bien alignés, ces différents facteurs sont réputés élever la performance des établissements. Mon analyse prendra en compte la forte stratification interne de ce groupe d'écoles et montrera comment les innovations dans la technologie pédagogique percolent, ruissellent, depuis les écoles leaders jusqu'à la base, à la faveur notamment de l'académisation du corps enseignant et de l'internationalisation du recrutement des enseignants et des étudiants. Je vais en venir maintenant à ce dualisme que j'évoquais à l'instant, ou ces deux dualismes. L'organisation de l'enseignement supérieur comporte, parmi donc une grande diversité d'établissements, deux catégories sur lesquelles s'est concentré l'essentiel des analyses, universités d'une part et grandes écoles et classes préparatoires de l'autre. On peut adopter en fait une autre caractérisation qui modifierait la perspective d'analyse, celle qui distinguerait des filières sélectives de filières non sélectives. Et dans ce cas-là, la sélectivité peut être aussi une affaire de différenciation plus horizontale. Autrement dit, on peut distinguer des voies sur lesquelles les étudiants s'engagent et qui ne coexistent pas, qui ne s'emboîtent pas hiérarchiquement. Il existe, je veux parler notamment des filières sélectives courtes et professionnalisantes, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie qui ont connu un grand succès dans l'enseignement supérieur et qui sont arrimés à des dispositifs sélectifs de recrutement et à des technologies éducatives particulières et d'ailleurs plus coûteuses que les formations universitaires par étudiant, le coût par étudiant. Mais il faut d'ailleurs aussi noter que ces diplômés par exemple les diplômés des instituts universitaires de technologie, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme universitaire de technologie, prolongent maintenant massivement leurs études par d'autres études en université. Ce qui en dit long, au passage, sur les trajectoires obliques de sélectivité qu'entreprennent ou dans lesquelles circulent les étudiants au sein du système universitaire. À l'autre pôle qui s'oppose à celui de ces filières courtes, il y a donc les filières sélectives longues, avec admission sur dossier dans les classes préparatoires, puis admission aux grandes écoles sur concours, ou complémentairement admission sur dossier et par voie parallèle, qui se sont beaucoup développées. Ça, je le montrerai notamment à propos de l'exemple des écoles de commerce, mais c'est beaucoup plus général aussi dans les écoles d'ingénieurs et d'autres. On a augmenté la population des étudiants admis parallèlement, qui sont à la fois une bonne manière pour diminuer la sélectivité, mais aussi une source de ressources à travers les frais d'inscription qui sont élevés pour augmenter l'autonomie et la capacité de financement de ces établissements. Alors, j'emploie ce terme de sélection ou de sélectivité. Les grandes écoles ou les formations sélectives courtes en sont l'exemple le plus simple. Mais en fait, il existe bien des manières de pratiquer ce mécanisme au sein du système universitaire. D'abord, il y a cette forme verticale simple de sélectivité qui est les taux de transition entre les différents niveaux d'études. Je vais y revenir plus tard. Cette transition sélective d'un niveau d'études à l'autre, elle est par exemple tout à fait officielle et admise dans l'accès en deuxième année de médecine. Un étudiant sur 4 environ est admis en deuxième année de médecine. Et elle est très fréquente en pratique, mais elle est juridiquement contestée pour l'accès en deuxième année de master. Au-delà, il existe une grande variété de formules et de pratiques de sélection au sein du système universitaire. Je vous reproduis ici les extraits, mais
j'espère que vous pourrez lire. C'est toujours un défi de lecture pour ceux qui sont plus loin. Je vais juste le commenter rapidement. Un extrait d'un article de la revue L'Étudiant qui chronique beaucoup les questions universitaires et d'enseignement. Et j'ai surligné, ou je vous indique à travers le marqueur, si toutefois j'arrive à le faire fonctionner, oui, voilà, les différents mécanismes de sélection qu'on pratique au sein du système universitaire. Un premier, c'est les doubles licences. Sélectionnés sur dossier et lettres de motivation, les candidats sont le plus souvent de bons élèves des filières S, L ou ES. Bon, il faut mettre, plutôt qu'un article de revue ou de journal, il vaut mieux mettre des données. Je ne les ai pas toutes, je ne sais pas si elles existent toutes de manière centralisée, elles peuvent exister dans les établissements qui sont maintenant autonomes et qui les détiennent. Ça, c'est un défi pour les chercheurs. Mais l'information est assez claire, en tout cas sur les mécanismes. Sur le rendement, on a besoin d'avoir des données de recherche plus précises. Et donc, évidemment, toute la technologie de la sélectivité est là, les mentions au bac, le taux, 1600 candidatures, dit une responsable de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, via le portail admission post-bac, pour 60 places, etc. Ou 4000 candidatures en sciences politiques et histoire pour 100 places. Donc vous voyez, on est bien dans un contexte de sélectivité. Évidemment, on couple ça avec le rythme et la quantité de travail qui sont exigés, qui sont 150% d'une année classique. Et l'argument est de mettre cette sélectivité en contraste avec les classes préparatoires, puisque en quelque sorte, on aurait le meilleur des deux mondes, du moins dans l'argumentaire de la responsable. Le meilleur des deux mondes, on aurait une homogénéité par le niveau ou les qualités des étudiants recrutés, mention bac, etc., motivation au travail, et en même temps, on n'a pas l'esprit de compétition qui plombe les classes préparatoires, ou du moins qui plombe aussi l'échéance finale, c'est-à-dire la réussite ou non au concours. Je vais y revenir la semaine prochaine parce que c'est un point très intéressant. Donc, il y a un esprit promo, mais il n'y a pas de compétition. Bon. Et finalement, obtenir cette double licence permet d'avoir une palette de masters qui est plus large. Alors, deuxième filière, les écoles de droit. Ici sont cités des propos du président de Toulouse 1, Bruno Cyr, qui a un diplôme universitaire de droit qui est en plus du diplôme classique. Et donc, l'idée est de trier des étudiants sur le volet, de proposer une formation d'excellence. La sélection a lieu après le bac ou au cours de la licence pour entrer en master. Et l'argument, c'est d'adresser à des étudiants dont le potentiel de travail est supérieur à la moyenne, avec un parcours renforcé dans certaines matières. C'est un diplôme d'université. Donc, c'est un diplôme spécifique. Et là aussi, il facilite l'accès aux masters les plus réputés. Troisième modalité, c'est les instituts administratifs des affaires, d'administration des affaires, qui sont des équivalents ou des tentatives d'équivalent au sein des universités de ce que sont les écoles de commerce et de management. Et là aussi, ce sont des filières sélectives. La sélection varie selon l'établissement, mais elle existe bien et les chiffres sont donnés ici. Évidemment, le problème, c'est qu'elles ne concurrencent pas directement les meilleures des écoles, mais elles peuvent en concurrencer d'autres qui sont situées plus bas dans la hiérarchie des écoles de commerce, des écoles supérieures de commerce, c'est-à-dire celles qui recrutent par concours, et pour un coût imbattable, puisqu'elles sont beaucoup moins chères. Là où les écoles avec lesquelles elles peuvent se rivaliser demandent 8 ou 9 000 euros de frais annuels d'inscription, ici on en demande entre 190 et 260. Donc vous voyez l'écart spectaculaire coût-bénéfice qui est du moins avancé ici.
Et puis, il y a le dernier exemple, qui sont les prépas. La diapositive a sauté, donc je vais juste en dire un mot. Les prépas qui sont des prépas universitaires ou des prépas intégrés non universitaires qui constituent une alternative aux classes préparatoires. On en trouve différentes variétés aujourd'hui. Il en existe une également au sein de l'ensemble Paris Sciences et Lettres, dans lequel se situe, selon une modalité particulière, le Collège de France. C'est ce qu'on appelle une CPES, c'est-à-dire une classe préparatoire aux études supérieures, qui ne recrute pas de la même manière qu'une classe préparatoire aux grandes écoles. Mais il existe ce qui s'appelle des prépas intégrés, c'est-à-dire des prépas qui sont attachés à des écoles d'ingénieurs notamment, et là aussi qui pratiquent une sélection à l'entrée. Bref, vous voyez que les formules de sélectivité sont assez nombreuses et que le paysage est plus complexe qu'un simple dualisme. Mais c'est le dualisme université-grandes écoles qui a été le plus analysé par les sociologues. Et comme je l'ai dit, c'est ce qu'on peut appeler la modalité française de stratification du système d'enseignement supérieur. Je ne dirai rien ici de l'autre dualisme dont j'ai un peu parlé dans le cours précédent, mais c'est-à-dire séparation université-établissement de recherche. Ce dualisme-là, il est beaucoup moins étudiable parce que nous n'avons pas de données accessibles sur les personnels et les performances du système de recherche dans ces établissements, des données qui soient équivalentes en qualité et accessibilité à celles qui permettent d'étudier le système d'enseignement supérieur, ces universités et ces universitaires. C'est-à-dire que nous pouvons le faire, nous, parce que nous avons accès à des données sur les universitaires, mais pour ce qui est de la composante établissement de recherche, nous ne pouvons pas. Ça n'est pas faute de vouloir, mais c'est parce que les établissements, peut-être, se protègent davantage. Alors, ces analyses sur les grandes écoles, elles ont beaucoup porté sur les inégalités sociales d'accès. Je vais donner beaucoup de chiffres plus tard, mais je vous indique brièvement le problème. Les filtres sélectifs à l'entrée dans le supérieur via les classes préparatoires ne font qu'amplifier un mécanisme socialement sélectif qui a cours dès l'enseignement secondaire et dont les propriétés et le fonctionnement se sont modifiés, mais sans s'affaiblir à l'ère de la massification scolaire. Ensuite, les analyses mettent en évidence le contrôle des emplois supérieurs de la sphère publique à travers ces grands corps et leur lien avec les emplois des cadres dirigeants des grandes entreprises. C'est notamment le thème du livre de Pierre Bourdieu, La noblesse d'État, via l'identification du diplôme des grandes écoles à un titre dont la rareté et la valeur sont mesurées à l'intensité de la sélection pratiquée. Mesurée aussi à la position relative de chaque école dans la hiérarchie de l'ensemble des écoles, mesurée à la qualité professionnelle des détenteurs du diplôme qui forment la communauté des anciens élèves et qui constituent un capital de ressources relationnelles, de ressources de donation ou de dons à l'égard de l'école quand on en est un alumnus contributeur et de bien d'autres ressources, et mesurée à la puissance des mécanismes de cooptation ou de préférence sélective qui sont actionnés par les détenteurs du titre considéré dans les différents épisodes de leur vie professionnelle, par exemple à l'occasion des recrutements ou des mobilités. Donc, le problème qui est désigné ici, c'est que ces écoles disposent d'une rente, elles sélectionnent leur public, elles dépensent davantage pour former leurs étudiants. Le coût d'un étudiant de classe préparatoire est d'environ 40% supérieur à celui d'un étudiant en université.
mais celui d'un étudiant de section de technicien supérieur est lui-même supérieur à celui d'un étudiant en université. Ces écoles ont aussi plus d'autonomie pour former leur public étudiant et, point décisif, elles disposent bien de la stabilité de l'architecture des grands corps d'État en France. Donc on ne peut pas désolidariser l'analyse de la stratification des systèmes d'enseignement de l'architecture générale des emplois dans les sphères publiques et privées et des relations entre les sphères publiques et privées, comme on le voit ici. Alors, ce qui est plus complexe, c'est évidemment la question de l'efficacité et des limites de ce dualisme. On peut évidemment admettre que des élites administratives, managériales, scientifiques, politiques peuvent être produites par une diversité de systèmes de formation supérieure. Et la question que suscite la dualisation à la française, c'est de savoir s'il s'agit d'un système qui est performant ou sous-performant sous les deux dimensions qui ne se recouvrent pas de l'efficacité et de l'équité, ou si ce système est plus performant sur une dimension que sur l'autre. Ou encore, on peut demander, et c'est le thème de beaucoup de travaux, si ces performances ne s'affaiblissent pas en raison des changements dans l'environnement éducatif, scientifique, technologique, dans lequel le système est immergé au plan international et auquel il pourrait être mal conçu pour s'ajuster, sauf à se transformer assez profondément. C'est le thème de l'incessante série de transformations et de controverses qui existent actuellement pour voir se recomposer ce système dans des communautés d'universités, la plus extraordinaire en date étant l'affaire du plateau de Saclay, qui doit absorber ou qui doit intégrer un établissement comme l'école polytechnique. Et l'école polytechnique cherche à se définir selon son identité en étant rapprochée sans être fusionnée. Mais si je réunis un instant ces deux dualismes, qu'est-ce qu'ils contiennent en commun? Je veux dire université et grandes écoles et université et recherche. En fait, ce qu'ils contiennent de commun, c'est un double principe d'écrémage. Les établissements de recherche proposent d'offrir de bonnes conditions de travail pour accomplir le travail de recherche, qui est la partie la plus exigeante du travail académique, en temps et en ressources, en prise de risque, en tolérance à l'incertitude et à la concurrence. Ces établissements de recherche doivent donc écrémer une partie significative des meilleurs candidats à une carrière académique. Du côté du dualisme numéro 2, les grandes écoles, puisqu'elles opèrent par concours sélectif, écrèment la partie supérieure de la distribution des étudiants si on les classe par leur niveau de performance scolaire. Mais les grandes écoles n'étaient pas conçues initialement pour produire de la recherche avec la même intensité que les universités ou les établissements de recherche. En fait, c'est par la multiplicité des liaisons qu'elles ont progressivement établies avec les universités et avec les institutions de recherche que ces écoles ont progressivement cherché à faire se rejoindre les deux versants de ce qui est le cœur d'un système stratifié et sélectif d'appariement entre hiérarchie des établissements, notamment en matière de recherche, et niveau des étudiants. Et les réformes actuelles qui rapprochent ces différentes composantes dans des ensembles à vocation plus ou moins efficacement intégratrice sont une tentative de rationalisation de cette évolution. La difficulté qui apparaît, dont j'ai mentionné à l'instant un exemple à travers la question du plateau de Saclay, où le défi, si on veut, c'est celui de la coévolution des modèles dont relève chacune de ces composantes. Modèle de l'université, modèle de la grande école, modèle des établissements de recherche. S'ils sont désormais davantage rapprochés, sont-ils donc juxtaposés, sont-ils en voie de transformation réciproque,
ou en voie de fusion. Alors, je viens de le dire, une façon de formuler la question, c'est de demander si ce système doublement dualiste s'accorde avec les transformations des sociétés et des économies contemporaines. Et là, il faut raisonner par identification des modèles et par analyse comparative pour atteindre le noyau dur du problème. Alors, je vais m'appuyer un instant sur les travaux de mon collègue économiste, qui est maintenant professeur ici au collège, Philippe Aghion, et qui a consacré au système d'enseignement supérieur plusieurs recherches et rapports et articles avec une série de co-auteurs, Mathias de Vatripon, Caroline Hauxby, Andrew Mascolel, André Sapir et d'autres. Je voudrais en dire un mot bref, mais pour isoler un point qui me paraît important. Quel est l'enjeu? Revenons sur cette distinction entre enseignement et recherche pour mettre la distinction en résonance avec ce modèle donc, des travaux de Philippe Aghion et de ses co-auteurs. Pour comprendre le lien entre éducation et croissance, on peut faire une distinction entre savoir qui est proche de la frontière technologique, c'est-à-dire de l'état le plus avancé de la production de connaissances fondamentales, mais aussi applicables à l'évolution et à l'innovation technologique. Et on peut l'opposer à un savoir qui est éloigné de la frontière technologique. Le premier, c'est le carburant de l'innovation. Le second, c'est le carburant de l'imitation des innovations ou de l'appropriation des innovations. Il faut donc ici entendre que le savoir ne relève pas simplement d'une de ces catégories forgées par Ernst Boyer dont j'ai parlé plus haut, mais qu'il est aussi un input décisif des activités d'innovation. Et l'argument ici consiste à dessiner un triangle entre recherche, innovation et croissance au sein duquel une bonne organisation de l'enseignement supérieur peut avoir une place majeure. Quels sont les éléments essentiels de l'argument? Ils sont basés sur les nouvelles théories économiques de la croissance qui ont été développées depuis un peu plus de 2 décennies, mais notamment depuis une quinzaine d'années, et elles reposent sur 4 idées essentielles. Je les résume ici rapidement. L'innovation et l'adaptation technologique sont des moteurs essentiels de la croissance de la productivité et par suite de la croissance à long terme d'un pays ou d'un secteur de l'économie. Elles prennent la forme de nouveaux produits, de nouveaux procédés de production, de nouvelles formes d'organisation au sein des entreprises et des marchés. Il faut prendre l'innovation dans ces différentes composantes-là. Deuxièmement, l'innovation et l'adaptation technologique sont produites pour une large part au sein des entreprises. Et ces activités dépendent des incitations entrepreneuriales à innover, qui sont elles-mêmes influencées par les politiques et par l'environnement économique. Troisièmement, il y a l'idée schumpeterienne de destruction créatrice, qui explique une large part du phénomène de croissance de la productivité. Toute innovation radicale ou forte accélère l'obsolescence des technologies existantes, ainsi que celle des biens d'équipement et des qualifications qui sont associées à ces technologies. Par conséquent, l'innovation contribue aussi à augmenter les inégalités entre ceux qui s'adaptent rapidement au progrès technique et ceux qui ne suivent pas. Et elle tend en général à creuser les écarts de revenus entre travail qualifié et travail non qualifié. Et aujourd'hui, on peut ajouter, mais c'est un point qui est l'objet de beaucoup d'études, qu'elles peuvent contribuer à la polarisation du marché du travail, dont on entend parler depuis quelque temps en France, mais qui a été examiné, analysé et modélisé depuis une quinzaine d'années aux États-Unis. Enfin, le stock de capital humain, c'est-à-dire le savoir détenu par chaque individu à travers ses investissements en formation initiale et l'accumulation
de savoir, d'expérience dans sa vie professionnelle, ce savoir et ce stock de capital humain conditionnent l'aptitude d'un pays à innover et ou à rattraper les pays plus développés. On voit aujourd'hui la carte des investissements dans l'enseignement supérieur au plan mondial, une carte assez surprenante. Une analyse récente a mis en évidence les taux d'internationalisation des différentes universités et dans le palmarès, on a affaire à des résultats assez surprenants. Certaines universités du Moyen-Orient ou de l'Asie, Singapour et d'autres, arrivent très haut dans le palmarès. Donc la carte se modifie rapidement et elle est au contact évidemment de cette économie de l'innovation. Alors, quelles sont les conséquences pour le problème de l'éducation et de l'enseignement secondaire et supérieur? L'éducation contribue à la croissance. Ça, c'est le credo de nos économies de connaissances. L'accumulation de capital humain par les individus scolarisés les rend plus productifs à mesure qu'ils sont formés davantage. On estime, par exemple, que le surcroît de productivité procuré, ou le gain marginal de productivité, c'est-à-dire le gain procuré par une année supplémentaire d'études, s'élève à 8%. La question de la traduction de ce surcroît de productivité en termes de salaire, c'est une autre question que je traiterai, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. C'est aussi le thème de la grande misère des classes moyennes qui ont investi dans les études et qui n'en sont pas exactement, qui n'y trouvent pas exactement leur compte en termes de rendement salarial. Deuxièmement, il est entendu qu'un effort accru en matière d'éducation supérieure, qui est mesuré par une augmentation du nombre relatif d'individus ayant poursuivi des études supérieures, ou par une augmentation du niveau moyen atteint dans le supérieur, a donc un effet positif sur la croissance de la productivité, mais cet effet est d'autant plus positif, ça c'est un des thèmes essentiels, que l'économie considérée est plus proche de la frontière technologique. Et deuxièmement, que cet effet de l'éducation sur la croissance est d'autant plus positif qu'il se produit à l'occasion d'une nouvelle vague technologique qui augmente l'importance relative de l'innovation par rapport à l'imitation. On y est actuellement. Alors, quelles conséquences pour le système d'éducation et d'enseignement supérieur? L'éducation et la recherche sont donc des facteurs de croissance dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement technologique. Mais dans les pays proches de la frontière technologique, l'éducation augmente ou doit augmenter l'offre de chercheurs et aussi de développeurs potentiels, et elle est de nature à renforcer tous les effets incitatifs de toute politique de subvention à la recherche et à l'innovation. Dans les pays moins développés, l'éducation facilite essentiellement l'adoption de nouvelles technologies introduites auparavant par les pays les plus avancés. Et donc, les pays qui sont loin de la frontière technologique doivent préférer le rattrapage et concentrer leurs efforts et leurs moyens sur l'enseignement primaire et secondaire. Pour les pays plus avancés, il s'agit de mettre l'accent sur l'autre composante, qui est l'enseignement supérieur, qui est complémentaire, mais qui doit capter une part croissante des investissements pour permettre de rester dans le peloton de tête et d'affronter les contraintes de concurrence et de compétitivité. Donc les conséquences qui en découlent, c'est que pour ces pays-là, il convient de privilégier fortement l'enseignement supérieur et les passerelles multiples entre celui-ci et la recherche. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un système d'enseignement supérieur avancé? Il lui faut des moyens, je viens de le dire, mais il lui faut aussi
et sans doute tout autant un bon design organisationnel. Alors, on peut décomposer le problème en distinguant, comme je l'ai fait à travers l'idée de imitation versus innovation, on peut distinguer enseignement secondaire et enseignement supérieur professionnalisant, cours qui visent à procurer des compétences techniques pour permettre aux étudiants de s'insérer dans l'état existant des technologies et des systèmes de qualification pour exercer un métier, mais à l'inverse, une formation plus longue et bien conçue se dirige vers l'autre catégorie de connaissances qui ne sont plus simplement dérivées du stock des connaissances disponibles et transmissibles, mais qui sont les connaissances à produire pour innover. Autrement dit, l'enseignement supérieur doit, par principe, se poster à la frontière des connaissances avancées. Alors, on peut appliquer le raisonnement dans les mêmes termes à la situation des enseignants et à la situation des étudiants. Je l'ai dit, l'un des problèmes essentiels qui est apparu dans l'analyse des carrières académiques, c'est la question de la sélection des enseignants qui ont à accomplir deux types de tâches, enseignement et recherche. Et l'une et l'autre tâche peuvent varier dans leur mode d'exercice respectif et dans leur degré de complémentarité, à la fois en fonction de la nature des études, générales ou professionnalisantes, en fonction des caractéristiques des étudiants recrutés et auxquels l'enseignement à ces différents niveaux est délivré, et en fonction de l'organisation de l'enseignement. Le point intéressant à étudier est de savoir si on parle ici simplement du deuxième et du troisième cycle universitaire ou s'il faut descendre plus bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'argument de undergraduate research, c'est-à-dire dès le premier cycle, on peut enclencher autre chose qu'une simple dissociation entre enseignement et recherche. Alors, on peut introduire une distinction symétrique du côté des étudiants. Ceux-ci se distribuent sur un continuum qui sépare aux deux pôles extrêmes la demande de formation courte et professionnalisante et la demande d'études longues orientées principalement vers des emplois non académiques, mais aussi pour une partie vers des emplois d'enseignement et de recherche dans la sphère publique ou dans la sphère privée. La montée en puissance des débats et des discussions sur le sort des docteurs et la part qu'ils prennent dans le monde de l'entreprise est un des signaux qui correspondent à cette question. Alors, pour rapprocher ces deux versants de la production de connaissances par les enseignants-chercheurs de la contribution directe aux connaissances par les étudiants, comme je l'ai dit, le modèle qui était le plus simple, mais qui est aussi le plus ouvertement hiérarchisé socialement, c'est-à-dire la sélection par la performance scolaire est aussi une sélection sociale, et économiquement, les ressources des universités sont considérablement inégales, est un modèle qui est présent dans les pays qui ont adopté cette stratification explicite des universités par niveau de qualité, de réputation et de sélectivité, et qui existe depuis des siècles aux États-Unis, mais qui aussi progressivement a été adopté en Grande-Bretagne et qui est au cœur des réformes du côté de l'Excellence Initiative en Allemagne, et qui existe, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous une modalité particulière en France. Alors, je dis pourquoi ce modèle est à la fois simple et redoutable dans ses fondements sociaux. Il est simple parce qu'il repose sur deux principes qui sont puissamment reliés, la coprésence enseignement-recherche et la contribution des étudiants à la valeur de la production académique et éducative. Sans le deuxième principe,
c'est-à-dire la contribution des étudiants, l'imbrication enseignement-recherche ne pourrait pas résister, ou elle devrait se limiter exclusivement à la formation des doctorants, c'est-à-dire que seul au niveau doctoral, on tirerait le plein bénéfice d'une association entre activités d'enseignement et de recherche. Mais sans le premier principe, c'est-à-dire la complémentarité entre enseignement et recherche, la technologie éducative qui repose sur la contribution des étudiants à la qualité de la production des savoirs serait sous-performante. Et donc, cette mise en parallèle de la situation des enseignants et des étudiants permet de dire ceci. Plus on relâche le lien fonctionnel entre l'enseignement et la recherche, plus la performance dans l'exercice du travail académique est normale, c'est-à-dire distribuée autour de la moyenne, comme je l'ai dit antérieurement, et aussi plus la performance attendue des étudiants correspond à une distribution normale. Il s'agit en quelque sorte d'obtenir un diplôme et les individus ne sont pas en concurrence les uns avec les autres pour l'obtenir, une fois qu'ils sont dans la filière. Les notations données aux étudiants par les professeurs et les évaluations qui sont faites par les étudiants de leurs professeurs sont le miroir les unes des autres. Elles ont une distribution normale. Autrement dit, ce pacte éducatif-là, il est un pacte égalitaire. L'exigence d'égalité qui est au principe de tous les débats sur la démocratisation scolaire et qui est au principe de la gestion publique des corps enseignants s'applique d'abord et avant tout au versant enseignement, entendu comme transmission et appropriation des connaissances. Et dans cette situation de lien faible enseignement-recherche, l'idéal d'égalité est, on pourrait dire, un principe statistique, c'est-à-dire une variation autour de la moyenne. Dans des conditions normales, le but peut être atteint. Il y a bien sûr des échecs, des sorties, des notes basses, des redoublements, et il y a des réussites rapides, des avances rapides dans le système, des notes plus élevées, mais tous les mécanismes qui ont été inventés par les politiques scolaires pour augmenter le niveau de scolarisation d'une génération de jeunes depuis plusieurs décennies, toutes ces politiques-là ont visé à diminuer l'échec et à faciliter la transition vers l'étape supérieure. En revanche, plus on augmente le lien fonctionnel entre l'enseignement et la recherche, ou selon une variante de l'argument, plus on détache l'enseignement d'une fonction immédiatement professionnelle et spécialisée, ou encore, pour le dire autrement, plus on incorpore dans la technologie éducative des éléments essentiels de la production de recherche, plus on va faire jouer des mécanismes conditionnels et sélectifs de recrutement, tant du côté des enseignants que du côté des étudiants. Et ici, l'égalité n'est plus la même que précédemment. Ici, il est question d'une égalité des chances dans le franchissement d'épreuves sélectives, beaucoup plus une égalité que d'une égalité de résultats. Et maintenant, ajoutons la technologie éducative. Sa qualité, elle est corrélée à l'organisation des formations. Il y a un indice simple que je peux vous donner tout de suite, c'est que le coût des études, comme je l'ai dit, pour un étudiant en filière sélective est plus élevé que pour un étudiant de cycle universitaire non sélectif. Et quelle est l'interaction entre niveau ou durée de formation, technologie éducative, sélectivité et rapport enseignement-recherche? Eh bien, les mécanismes de stratification qui organisent de manière homologue le recrutement des étudiants et la hiérarchie des établissements produisent exactement ce qui est attendu, c'est-à-dire les filières les plus prestigieuses, qui sont aussi les plus rentables professionnellement, et les meilleurs établissements recrutent les meilleurs étudiants, et ces derniers sont plus que proportionnellement issus des milieux sociaux les plus favorisés culturellement et économiquement. Ici, je vous donne un graphique qui est assez éloquent, c'est la comparaison entre l'origine sociale des élèves qui sont entrés en sixième, en première année d'études supérieures. Donc ils étaient en sixième en 2001, en 2002.
c'est un suivi à travers des panels. Et en première année de classe préparatoire et en première année de médecine. En grisé foncé, vous avez les cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures, parmi lesquels figurent les enseignants dont je vais dire un mot tout à l'heure, parce qu'ils y occupent une place très particulière dans tout ce système. Et en grisé clair, vous avez les employés et les ouvriers. Vous voyez que les proportions varient, enfin, s'inversent complètement quand on passe de la sixième à la classe préparatoire, et que l'université opère au milieu de la distribution, c'est-à-dire qu'elle équilibre à peu près, en tout cas en première année, mais une fois qu'on applique une distinction entre filières, les choses peuvent éventuellement se changer, enfin se modifier beaucoup. Et ici, vous avez la première année de médecine qui opère dans la même catégorie que l'autre filière sélective, qui est les classes préparatoires. Donc vous mesurez l'ampleur du problème, qui est de savoir comment arbitrer entre des logiques d'efficacité et de justice et d'équité. Ici, vous avez un graphique qui correspond à peu près à la même chose, mais qui décompose la situation différemment. Les élèves de sixième, l'ensemble des bacheliers, donc on a fait figurer l'étape intermédiaire. Donc c'est une marche en escalier. La part des catégories supérieures augmente à mesure que la qualité de l'étude augmente. Ici, c'est la sixième, là, c'est les bacheliers, là, c'est les bacheliers généraux. C'est une des grandes distinctions sur lesquelles je vais revenir, mais je crois que je n'aurai pas le temps d'aller au bout de... C'est toujours le même problème que j'ai, j'en ai trop à dire, mais je vais le dire la semaine prochaine. La croissance l'expansion de l'enseignement secondaire s'est accompagnée d'une diversification qui a des propriétés sélectives, socialement sélectives très fortes. Donc les bacheliers généraux, qui est, disons, la filière d'excellence du baccalauréat, voient la proportion des cadres supérieurs et professions libérales augmenter, et cette proportion augmente quand on introduit les mentions. Donc c'est une sorte d'architecture de la sélectivité. Et vous êtes là en classe préparatoire, donc vous voyez les harmoniques sont bien établies. Alors, évidemment, là, on peut se demander comment est-ce qu'on peut faire pour affaiblir cette loi d'airain de la reproduction et de l'immobilité sociale. Je reviendrai sur du côté de cette exploration de notre dualisme et de notre stratification à la française, je reviendrai sur des expérimentations qui ont été réalisées du côté des grandes écoles depuis une quinzaine d'années. Toutes sortes d'initiatives ont été adoptées et expérimentations pratiquées pour augmenter la diversité sociale du public de ces filières. Mais je voudrais avant ça, dire un mot de la position de tous les acteurs du jeu, et notamment des enseignants eux-mêmes. Les enseignants, que sont-ils ? Ils sont à la fois les acteurs de la démocratisation scolaire et universitaire, donc aussi des acteurs de la contribution de l'éducation à la croissance économique, mais aussi à la démocratie sociale et politique. Leur activité dans l'enseignement supérieur, donc dans un système à double tâche, comme je l'ai dit, doit, pour être accomplie avec des bonnes chances d'équilibre, être organisée selon une technologie éducative qui rende la recherche et l'enseignement plus complémentaires que rivaux, je l'ai dit. Ils ont donc intérêt à la sélectivité des formations si cela augmente leur capacité de recherche et la qualité de la transmission pédagogique, un public étudiant plus motivé, plus interactif, plus apprenant, y compris par des formes de pédagogie inversée. Les détails que j'ai donnés sur les différentes filières sélectives de l'université, d'après l'article cité tout à l'heure dans les diapositives, vous le disiez très bien. Mais enfin, par ailleurs, et pour finir, ces enseignants sont aussi eux-mêmes des acteurs privés, consommateurs du système d'enseignement en tant que parents d'élèves
et parents d'étudiants. Et à ce titre, les enseignants sont des insiders virtuoses. Ils sont parmi ceux qui tirent le rendement le plus élevé du système le plus sélectif, c'est-à-dire celui de l'admission dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles. On le mesure à la surreprésentation des enfants d'enseignants dans ces filières sélectives longues. Et quant aux étudiants, la question de la qualité de la technologie éducative est évidemment décisive aux deux pôles sélectifs opposés de l'enseignement supérieur, les formations courtes et les formations sélectives longues. Les étudiants des formations non sélectives, eux, font face à une situation de sélection endogène. Leurs chances d'avancer varient selon leurs propres caractéristiques, selon les caractéristiques de leurs pairs et selon les caractéristiques du travail pédagogique, c'est-à-dire le nombre et la qualité des enseignants, les taux d'encadrement, la qualité de la transmission pédagogique, l'interaction ou la distance ou la proximité avec les activités de recherche et évidemment selon les caractéristiques d'organisation des filières et des établissements. Autrement dit, la demande de sélectivité couplée à une organisation éducative de qualité peut être présente dans des stratégies individuelles, alors que la contestation de la sélectivité est présente dans des stratégies collectives. Mais comme je l'ai indiqué plus haut, comme je l'ai indiqué plus haut, la réalité des enseignements universitaires est donc beaucoup plus complexe que l'opposition binaire entre sélectif et non sélectif. Que ce soit vu du point de vue de l'architecture du système, autant que du point de vue du comportement des acteurs eux-mêmes dans le système. Je crois que je vais mettre un point à mon exposé d'aujourd'hui, puisque j'aborde une nouvelle partie qui est l'analyse de l'expansion et de la diversification de l'enseignement secondaire et supérieur, qui m'introduira directement à la suite du cours. Et donc, je mets un point aujourd'hui à ma présentation et je vous remercie pour votre attention.